C'est un conte dont les contes, comme des mille et une nuits, avec le message pour que ça soit utile et que ça serve au bien de tous les êtres. Donc, cette prière, elle est complètement alignée avec cela pour vraiment poser l'intention pour le bien de nous tous, de vous tous et toutes. Sanye dan soki chonam la chanju ba tu dani yap suchi dagi chiso ki besonam gi dola pencher sanye do baresho. C'est un conte d'un prince merveilleux, jeune, beau, intelligent, bien évidemment, comme dans tous les contes. Bien évidemment, vous pouvez aussi vous imaginer les dames, si ça vous plaît plus, puisqu'on vient de vivre le 8 mars, une princesse intelligente, belle. C'est vraiment libre à votre imagination. Ce prince ou cette princesse cherche le bonheur, comme nous tous, je m'imagine, comme nous toutes. Moi, oui. Et quand on cherche le bonheur, vous pouvez vous imaginer que dans la vie, on fait des mauvaises expériences comme des belles expériences. Il y a de tout. Et du coup, c'est le cas aussi pour le prince, parce que il essaie, donc d'abord, il va faire une fugue parce qu'il a appris un jour sur cette magie qui est pratiquée par 7 frères en tibétain, les Gyumapundu, les 7 frères magiciens. Et puisque personne ne pouvait lui expliquer ce que c'était, et les gens chuchotaient même quand on parlait magie, il piquait la curiosité, il voulait absolument apprendre la magie, et c'était devenu comme une envie obsessionnelle pour l'apprendre. Et quand on parle l'obsession, eh bien, sous l'obsession, on a le mental tordu et on est prêt à faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous allez découvrir, je vais par la suite parler du prince qui va découvrir maintenant son chemin pour apprendre la magie des frères magiciens. Mais pour cela, il faut déjà les trouver. Et le Tibet est grand. L'ancien Tibet était environ 4 fois grand que la France et 60 fois plus grande que la Suisse. Donc, sur un grand territoire comme le Tibet, comment trouver les 7 frères magiciens qui vivent très cachés dans une vallée profonde au fin fond du Tibet. Mais le prince, il est très intelligent. D'abord, il se déguise comme pèlerin parce qu'il y en a tant au Tibet. Et en tant que pèlerin, il n'éveille pas les curiosités sur le chemin avec ses beaux habits de prince, mais en tant que simple pèlerin, il passait partout. Il laissait traîner son oreille partout pour apprendre où étaient les 7 frères magiciens. Un jour, je vais raccourcir parce qu'on a environ 30 minutes pour les contes et après, j'aimerais bien réserver 30 minutes pour les questions. Un jour, il arrive quand même trouver cette cachette de ces magiciens et il trouve aussi par une ruse, puisqu'il est très intelligent, le moyen pour apprendre en cachette, pour voler en cachette le savoir de ces magiciens. Et le jour où il a presque fini à apprendre par cœur toutes ces formules magiques, les 7 frères magiciens le découvrent en train de voler leur savoir et ils lui courent après en disant « Kuma, voleur, oh voleur, tu nous as trompés !» Et il lui court après pour le transformer en un esprit errant à plus jamais dans le entre-deux, dans le pardo, comme on dit en tibétain. Le pardo, c'est un état entre-deux, entre la vie et la mort, avant de reprendre une nouvelle réincarnation. Parce que nous, les Tibétains, les bouddhistes, nous croyons à la réincarnation. Mais le prince, il est très, très, très rusé. Il a appris la magie et il se transforme en un cheval blanc. Il court vers les écuries où il y avait déjà 7 frères, 7 chevaux des 7 frères qui étaient en train de brouter
Et du coup, ils courent, ils étaient tous effrayés, ils courent ensemble dans la jolie vallée du Tibet, longeant une petite rivière glacée. Et du coup, 8 chevaux à toute allure, ils essaient de s'échapper. Et derrière eux, avec eux, donc, les 7 frères magiciens eux-mêmes qui courent après tout le monde pour attraper le prince. Le prince, dans sa peur d'être attrapé, il voit à l'intérieur de la rivière des poissons qui nageaient dans un grand groupe. Il saute dans la rivière, il se transforme lui-même en un poisson et il se croyait sauvé. Mais ses persécuteurs, ils étaient très rusés aussi, ils savaient bien la magie. Ils se transforment en des loutres avec des dents aiguisées pour rattraper les poissons, pour les manger, et surtout le prince qui était caché parmi eux. Du coup, le prince, il regarde dans le ciel et il voit un groupe d'oiseaux qui volaient très loin. Et du coup, le prince, il saute hors de la rivière, il se transforme en un oiseau pour s'envoler loin avec ce groupe. Mais derrière eux, en très peu de temps, 7 aigles avec des ailes tellement grands, tellement puissants, qu'avec très peu de battements d'ailes, les 7 aigles, qui étaient nos 7 frères magiciens, allait attraper le faux oiseau qui, lui, dans sa peur et dans sa panique, il regarde autour de lui et il se trouve qu'il était dans la région du mont Kailash, en tibétain Kang Rinpoche. Et dans cette région, il y a beaucoup de rochers et des grottes. Et l'oiseau, donc notre oiseau, le prince, il s'échappe dans une de ces grottes. Et là, les magiciens, ils se croient avoir gagné parce qu'il n'y a pas d'issue hors de la grotte ailleurs. Et du coup, ils se posent avec leurs ailes et ils regardent à l'intérieur et ils sont très surpris parce qu'ils voient un sage dans la méditation profonde. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. C'était Gompo Lodup. C'était un grand sage du Tibet. On l'appelle aussi Nagarjuna, qui était en train de faire ses 3 ans de méditation, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et les magiciens, ils perçoivent exactement où s'est caché notre prince. Il était dans la main, dans le rosaire ou chapelet, on dit, dans le rosaire chapelet dans la main du sage, et c'était la perle la plus grosse. C'est là où le prince s'était caché. Et du coup, les frères magiciens s'approchent du sage en feignant de vouloir prendre une bénédiction, en train de demander la bénédiction au vieux. Et quand ils étaient tout près, ils lui arrachent le chapelet et les 108 perles coulent par terre. Et du coup, tous les perles roulent par terre et la grande perle qui était notre prince aussi. Et le prince, dans sa peur d'être découvert, d'être mangé ou d'être prise, se transforme en une fourmi avec toutes ses autres perles. Et du coup, dans cette grotte, ça grouillait partout de petites fourmis qui essayaient de s'échapper dans les petites fentes de la grotte. Et là, tout d'un coup, on entend cette poule qui commençait à manger à toute allure les fourmis pour en attraper le prince. Le prince, tout d'un coup, dans un dernier élan, en tant que magicien, il fait la dernière magie. Il devient un grand cuisinier avec un couteau long comme cela et il frappe tellement fort qu'il égorge les 7 poules en un coup.
La grotte du sage ressemblait à un abattoir, tellement il y avait du sang, les corps partout, les têtes partout. C'était pas joli à voir. Et le prince, dans tout cela, avec cette obsession de devenir le meilleur magicien du monde, se croit être au bout de son chemin, être le meilleur magicien du Tibet, parce qu'il avait tué ses adversaires, ses concurrents. Mais dans ce moment-là, ce n'était pas vraiment le ressenti qu'il s'imaginait, le ressenti de victoire, de gloire, de bonheur incroyable. Tout ce qu'il s'est imaginé depuis des semaines et des mois qu'il voulait cela, ça ressentait un petit peu bizarre à l'intérieur de lui. Il n'y avait personne pour l'applaudir, personne pour le féliciter, personne pour l'admirer. Personne sauf le grand sage Nagarjuna, Gomboletup, qui était là, Om Mani Padme, 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 Om Mani Padme. Pour la première fois, le prince le regarde dans son visage et découvre cette bonté, cette compassion illimitée. Et pour la première fois, ce grand sage, il ouvre ses yeux, il lui dit, « Cher prince, je sais bien qui tu es. Je vais te parler du karma. Du karma, c'est nos actions, par la pensée, par la parole et par l'acte physique. Et si tu fais quelque chose qui crée de la souffrance, ça va te revenir comme expérience de souffrance. Et tout acte qui cause de bonheur auprès des autres, eh bien, ça va te revenir en tant qu'expérience de bonheur. Je vois que tu as commis pas mal de mauvais karma. Tu as trompé tes parents, le roi et la reine. Tu as fait une fugue, tu leur as fait beaucoup de chagrin. Sur le chemin en tant que pèlerin, tu as trompé tout le monde autour de toi. Tout le monde croyait que tu étais un vrai pèlerin et les pauvres ont partagé le peu qu'ils avaient avec toi en pensant qu'ils peuvent récolter des mérites. En effet, en Tibet, quand on donne aux pèlerins, c'est comme si je faisais le pèlerinage moi-même. C'est comme ça qu'on peut récolter des mérites de ces actes de pèlerinage. Et du coup, tu as trompé ces gens, ces pauvres personnes. Tu as trompé les 7 frères magiciens, tu leur as volé leur savoir et finalement, tu les as même tués. Le sage, avec une voix douce, il lui explique tout ça et il lui dit que c'est un très, très mauvais karma, très chargé, qui va lui valoir beaucoup de mauvaises expériences, de la souffrance dans cette vie et dans toutes les vies à venir. En tant que bouddhiste, on croit à la réincarnation. Et du coup, un mauvais karma peut venir à mûrisson dans cette vie ou dans d'autres vies. On ne peut pas dire. Maintenant, le sage lui dit aussi que il est très triste pour lui. Et dans ce moment-là, pour le jeune prince qui entend tout cela, qui a entendu cet enseignement du karma, c'est comme une éclair déchire la nuit noire et c'est là où il comprend toute la portée de ses actes. Et il pleure beaucoup, il regrette beaucoup. Et le grand sage devant lui, plein de compassion encore une fois, il lui dévoile, il lui révèle une mission, une façon pour purifier son karma. Et le prince, très très heureux, il dit « Tuchiche ». Et c'est là la mission
Donc, le sage lui dit, très loin d'ici, dans un pays qu'on appelle l'Inde, existe un cadavre particulier. Son haut du corps est de pur or, son bas du corps de pur argent et sa crinière de pur turquoise. Il se trouve à un endroit où il y a beaucoup de cadavres, mais celui-ci va te fuir, contrairement aux autres qui vont te chasser pour venir avec toi. Mais alors, tu vas attraper ce corps magique, Ngotuk Dorje, celui qui exauce tous les rêves. Tu vas l'attraper et tu vas le ramener jusqu'à ma grotte. Je vais te dire, ça ne va pas être facile parce qu'il va te parler sans cesse sur tout le chemin de kilomètres, de milliers de Tenzin, votre micro est désactivé. C'était depuis quand? Tout le chemin. Tu vas marcher sur des... Non. Comment ça? Ah, il y a un bout que vous avez entendu. On a entendu, tu vas marcher sur des kilomètres et des kilomètres. Entre l'Inde et le Tibet. Et puis après, c'était tout. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'apprécie beaucoup si vous me faites un peu des commentaires en bas de votre page. Il y a des réactions. Et si vous riez, bah, faites un rire comme ça, je vois que ça répond. Sinon, le silence en face de moi, ça me décourage un peu. Voilà. Alors, du coup, sur le chemin entre l'Inde et le Tibet, ton prisonnier va te parler sans cesse. Et du coup, tu vas peut-être échapper, tu vas échapper à un mot, parler quelque chose, répondre. Et c'est là où il va échapper de nouveau vers l'Inde. Et ça va être la fin du voyage. Et tu devras réfléchir si tu veux abandonner ou le récapturer. L'idée, c'est que si tu arrives à garder ton attention et tu le ramènes jusqu'à ma grotte sans avoir parlé un mot, 424 maladies incurables dans le monde seront vaincues et du coup, ton karma serait rééquilibré, peut-être même positif, et du coup, tu seras libre à rentrer chez toi. Tuchiche, je veux bien faire cela. Merci beaucoup. Et comme ça, il sort de sa poche. Et puis au Tibet, les poches ne sont pas le long des hanches, mais ici, il cherche une écharpe blanche. Il remet à son maître, puisque maintenant, ce sage est devenu son maître, qui lui a enseigné le précieux dharma, la foi bouddhiste, avec toute cette notion de karma et de compassion et de vivre pour le bien des autres. Et du coup, il se met sur la route pour aller vers l'Inde, pour capturer le fameux cadavre. Et ça lui prend des jours et des semaines et des mois pour aller jusqu'en Inde, capturer, et ça, c'est une histoire à part, comment capturer le cadavre loquace sur le chemin de retour. Il revient de nouveau avec ce fardeau cette fois-ci et ils arrivent sur une plaine désertique avec le soleil au-dessus d'eux, avec un désert incroyablement vaste. Et le jeune prince n'est pas habitué à avoir peu à manger, peu à boire. Et du coup, le cadavre lui dit, « Cher prince, pour se rendre ce trajet plus agréable au travers ce désert incroyablement long et vaste,
eh bien, je vais te raconter une histoire. Écoute bien. Et c'est comme ça commence la série de jolis contes du cadavre, Rodon. Et c'est des plus beaux contes du Tibet, tellement beaux qu'à chaque fois, le prince oublie son attention et il répond quelque chose comme « Ah, ce qu'elle est belle, cette princesse, j'aimerais bien la voir et l'épouser. » Ou une autre fois, il va dire « Ah, mais c'est incroyable, comment peut-on être si mauvais et si méchant ?» Et à chaque fois, donc à chaque histoire, au début, le prince, il essaie de se contenir, d'être concentré, d'être vraiment attentif à ne rien répondre, rien dire. Mais vous connaissez l'être humain, vous connaissez vous-même. Moi, je me connais. J'oublie souvent. Il y a des fois des mots, des noms, des numéros de téléphone, des histoires que j'oublie complètement et c'est très déstabilisant. Et quand on oublie, ben voilà, il y a besoin de se remémorer. Mais des fois, c'est un peu trop tard et puis la situation est déjà très mauvaise. Et pour le jeune prince qui entend l'histoire des deux frères Tarpo, eh bien, les deux frères Tarpo, un né en été, l'autre né en hiver, ils se promènent parce que c'est des orphelins. Il y a toute une histoire, comment ils sont devenus orphelins, mais j'abrège. Et ils traversent le Tibet de village en village en racontant des histoires, en chantant des chants. Et les gens les aiment beaucoup et leur donnent à manger et leur donnent un logement. Un jour, le jeune, né en été, il tombe dans un puits parce qu'il était tellement affamé et il avait soif qu'il voulait prendre de l'eau du puits et il tombe dedans. C'était un drame pour son grand frère, le Tarpo né en hiver. Et ils n'avaient pas l'habitude à se séparer, ils ne savaient pas quoi faire, il était tellement triste et choqué. Et en regardant autour de lui, il voit plein d'arbres, des abricotiers. C'était la région du mont Kailash, qui est appelée la région des abricots. Et ils étaient en pleine fruits, les arbres. Et du coup, le grand frère, il cueille ces fruits, il les donne à manger à son petit frère dans le puits, il les jette dedans et puis le petit frère, ben, il est heureux de pouvoir manger quelque chose. Ce chagrin, ce drame des deux frères, ça adoucit le cœur des Bouddhas qui avaient tout vu. Et du coup, ils font un miracle. Un de ces noyaux d'abricots s'ouvre dans l'eau où se trouve le petit Darpo né en été et sort une petite plante. Et à vue d'œil, la plante, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle devient un arbre avec un tronc solide, avec des branches. Et du coup, le jeune Tarpo né en été, il y croit pas, il voit tout ça comme par magie et il est tellement heureux pour pouvoir se hisser avec sa dernière force hors du puits pour rejoindre son grand frère qui lui aussi, il ne croit pas à ses yeux. Arrivés dehors, les deux frères s'embrassent et ils pleurent de joie et de bonheur. Et c'est là notre prince, il dit « Oh, ce que j'aimerais bien avoir un frère comme cela ». Il s'est fait piéger par son manque d'un frère parce que c'est un fils unique. Et le cadavre, loquace et rusé, il savait très bien piéger ce prince. À chaque fois, il lui sort une histoire tellement émotionnelle, tellement merveilleuse ou tellement agaçante que le prince, il réagit. Mais pour l'anecdote, il réagit de moins en moins
rapidement parce qu'à chaque voyage depuis l'Inde vers la grotte du lama, il fait de plus en plus de chemin, il se rapproche de plus en plus, mais quand même, les Tibétains disent que il a failli à son devoir 18 fois, 24 fois, certains disent 25 fois, d'aller-retour entre l'Inde et le Tibet. Mais finalement, je vais vous dire quand même la fin. Il va réussir d'une certaine façon. Je ne sais pas si on a le temps pour juste rajouter ce bout. Oui, bien sûr. Allez-y, Tenzin. La dernière fois, le prince, il se dit, il faut absolument que je garde mon attention, ma pleine conscience pour ne pas lui répondre. Et la dernière fois, la toute dernière fois, il y arrive avec son fardeau sur le dos. Il arrive devant la grotte du grand sage et à voir son maître qui était toujours là en train de faire sa méditation et ses prières. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'est vraiment le mantra de la compassion, mantra de 6 syllabes de la compassion. C'était comme s'il revenait à la maison après un hiver glacial, voir sa famille. C'était tellement merveilleux qu'il lâche toute attention, il lâche ce fardeau en disant « Voilà, c'est fait ». Et le sac s'ouvre, le cadavre, il s'en va vers l'Inde. Je vous ai quand même dit qu'il a réussi un bout. Pourquoi ça? Le grand sage n'était pas un tout grand, s'il n'avait pas pressenti quelque chose. Du coup, quand le jeune était arrivé dans sa grotte et le sac allait s'ouvrir, il a fait un geste tellement rapide vers ce sac, vers ce prisonnier, qu'il a réussi à retenir 3 cheveux en turquoise de ce cadavre particulier. Et depuis, dans le peuple tibétain, dans les peuples même amérindiens, dans certains peuples, la turquoise, on lui attribue des vertus de guérison, et surtout pour des maladies, pour la foi. Et voilà, certaines maladies étaient curables grâce à notre jeune prince tellement courageux qui a vaincu ce cadavre quand même à un certain degré, qui a vaincu ses propres manquements, ses propres oublis. Le grand maître, il était très, très fier de lui. Et il lui a dit tout le bien qu'il pensait de lui, qu'il était un très bon élève et que grâce à lui, pas mal de milliers de personnes étaient libérées de leurs maladies mortelles et que maintenant son karma était équilibré par ce bon acte pour le bien de tous les êtres sensibles et qu'il pouvait rentrer chez lui. Et je vais finir avec un chant tibétain. Mais je ne suis pas chanteuse. Ajutalasan Kantangarwe Katangartsang Ajutalasan Zebe Kanjondini Gawerangi Payul Ajutalasan Ajutalasan Ngan su yam gön chembo o zam lin chi de uti ni ma me do ni ma la te peu mi nam gi yam gön ga shi dun du gön. Merci. Tujeche. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tenzin, là, tout déchet.
Kabinche. Maintenant, alors on va laisser la parole aux personnes qui sont présentes et qui ont sûrement plein de questions à vous poser. Alors, je vous propose de fonctionner en mettant une petite main en bas de l'écran. Vous avez une fonction où vous pouvez lever la main. Et donc, à ce moment-là, ce sera la première personne qui lève la main et ben, aura la parole. J'annoncerai juste le nom de la première personne et puis ensuite, ce sera les unes après les autres. Et ceux qui préfèrent écrire pourront écrire et je prendrai leurs questions et je les poserai directement à Tenzin là. Donc, voilà, je vous laisse lever la main. Alors, il y a une main qui est levée, c'est Julie Brequel. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Je sais que souvent, dans les contes tibétains, il y avait des passages qui étaient répétés 3 fois. Et je voudrais savoir si dans cette série de contes, il y a aussi ce type de répétition et si aujourd'hui encore, on continue à répéter 3 fois ces passages en les racontant aux enfants. Merci. Alors, merci Julie. Je réponds tout de suite ou Tiffaine, comment je fais? Oui, oui, très bien. Répondez tout de suite, pardon. Oui. Merci. Alors, j'étais consciente des répétitions, c'est vrai, mais chez mon père qui m'a raconté ces histoires et puis mon maître, j'ai pas entendu des répétitions de 3 fois. Mais je sais que dans certains contes, ça se fait, oui. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nimdor. testile numberlinge sama testile ani tari nga chiwade me ta ine kirangi tu chung sungra ani ngara chungdu gu de chwade chenyara sias tanga du chungju gu de zamba nalya nyenjin da dinde yomarwa ani konda khala sesa suna ani zo chishu de bala da amlage dinde chung sungre an chung sung an samsa ya bingya yembodo zo yang kuran zo chilodo ne chung dinde goyena 건조 시에그래 디디 제단가 데리 기능게 또 중디 수남라 미세기 루중 수나서 다 준주구디 전방한 쪽에 다 뒤주 게야다우다다 니마 만주 준주구디 전바다 단단한 시 비디오 게임 란데다 아니 플레이스테이션 다인데요 말아 제단가 준주구디 전바 딘데 아니 참참 디치그래 그래 당한조 급식도 근데 시 참참 아니 양 현대의 교주래 현대의 로직 교주 아니야 참참디 중도 시엔디시라 지난가디 대리기란 게 중송자 중도의 조화디 디스텐스로 차서 아니 조디 기란 터치나 쉬어이 아니 지원에 Nimala, est-ce que tu veux bien dire en français, juste en raccourci, pour les personnes qui ne comprennent pas le français ici, puisque tu es bilingue aussi. Donc, 다디 괜찮이용을 하게 Oh, je vous dirai très rapidement si vous voulez. Ce que Lola m'a exprimé, c'était vraiment une profonde reconnaissance parce qu'il s'est senti transporté un peu dans son enfance quand dans sa famille aussi, il y a eu cette tradition des contes, le père, la mère, des fois les contes, des fois des poèmes, des fois des prières, des fois des chants. Et ça l'a rappelé ce moment. Et il connaissait aussi les rodung, les histoires du cadavre. En gros, c'était ça. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Véronique Gosso. Ton micro est coupé, Véronique. Oui. On ne vous entend pas. Voilà, j'ai dit que j'ai trouvé ça merveilleux. Je n'ai pas applaudi tout le temps, mais je l'aurais bien fait. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que c'était strictement oral ou est-ce qu'il y avait dans votre famille, et puis je pourrais poser aussi la question à Nimdorla, est-ce qu'il y avait dans votre famille des livres, des contes du cadavre, ou est-ce que c'était strictement oral? À l'époque, si j'ose prendre la parole en premier,
À l'époque, quand mon père et ma mère étaient encore au Tibet, avant 59, il n'y avait pas de livre sur les contes de cadavres. C'était vraiment oral. Et du coup, moi-même, quand j'ai écrit ça dans mon livre, j'avais vraiment un blocage psychologique de figer les histoires. Mais j'ai trouvé un compromis. Figer les histoires, c'était dans le bien de perdurer, de les sauvegarder. Et puis après, quand je suis invitée, je les raconte de façon vivante, je les change en fonction du public. Comme par exemple La Princesse aujourd'hui, j'y ai pensé parce que hier, c'était la journée des femmes. Donc, j'adapte aux situations, mais c'est comme ça que je véhicule l'oralité. Après, en 2006, j'ai été au Tibet, dans le Amdo et dans le Kham. Et l'Amdo, c'est la région où les gens, on les connaît comme très érudits, très intéressés par l'écrit. Et là, j'ai trouvé un livre avec les contes du cadavre recueillis, mais c'était plutôt récent comme livre. Alors, nous avons la chance d'avoir aussi Françoise Robin qui a traduit donc une des versions qui a été écrite, la version de 1963, je crois, Françoise. Et si après, excusez-moi, hein, Tenzin là. Donc après, Françoise pourra intervenir pour compléter la réponse, puisque c'est intéressant d'avoir ces deux perspectives. Vous vouliez rajouter pardon quelque chose, Tenzin, excusez-moi. Non, c'est bon. Alors, je vous donne la parole, Françoise. Oui, merci. Alors, je dois dire que je suis presque émue parce que j'ai passé beaucoup de temps à traduire. Alors, c'était une autre version, une des multiples versions, comme vous avez dit. Hein, il y a 18, 24, 25, 37, 11, enfin, il y en a tellement, avec des histoires différentes. Et en fait, la différence entre traduire quelque chose, comme vous dites, qui est figé, et puis l'écouter, c'est la première fois en fait que j'entends quelqu'un raconter ces contes du cadavre. Moi, je les ai toujours lus dans leur version figée. Et au début, je me disais, mais c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Et en fait, à chaque fois qu'on raconte, c'est la même chose et c'est différent. Et c'est la magie de l'oralité. Et je vois que vous avez ajouté des choses aujourd'hui, mais je vois qu'il y a un socle très important. Et, et je trouve que c'est comment dire, moi-même, j'ai l'impression que je comprends mieux les contes du cadavre aujourd'hui en vous écoutant, parce que vous avez vraiment fait le lien entre tous ces personnages. C'est beaucoup plus vivant, enfin, c'est évident à dire, mais je crois que j'avais jamais fait l'expérience, comme j'avais jamais entendu quelqu'un les raconter. Voilà, j'avais presque des larmes parce que j'étais très touchée par votre narration. Alors, je voulais vous remercier. Et puis, le tarpo, comme ça, Gunki tarpo, 이야기 tarporbe karina di 그게 더네 Tarpo Gungeta Anyake. là c'est donc le tarpo né en hiver et le tarpo né en été, je l'ai pas rencontré dans ce que j'ai fait des recherches aussi. Alors j'ai trouvé, ça me rappelle l'histoire de l'arbre qui pousse et ça dans la version que j'ai traduite, il y a des éléments, mais comme toujours c'est un peu différent, on recompose tout et c'est une très belle histoire. Enfin bref, je voulais vous remercier parce que c'est vraiment, je suis très très émue en fait. Et je voulais vous demander, j'avais aussi des questions, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'aurais voulu savoir, j'ai beaucoup de questions, mais comment ça se passait quand votre père vous les racontait? Physiquement, vous étiez comment? Vous étiez assis, couché, ça durait longtemps, c'était le soir, le matin, les enfants demandaient, comment ça se passait exactement? Oh, ça fait longtemps. Presque 60 ans. Je dois dire que on était un groupe de 12 enfants qui n'étaient pas mes parents et puis 4 enfants biologiques de mes parents. Et on était dans un village Pestalozzi, un village d'accueil des enfants au sud de l'Allemagne. Et les seuls moments où on avait le temps, c'était soit le soir, ou bien les week-ends ou pendant les vacances, quand on était dans la nature. Et c'est là où il nous racontait
comme ça, librement. On chantait beaucoup ensemble, comme Nimdollah nous a dit. C'est une tradition dans les familles tibétaines de chanter, de se raconter des choses, de réciter les poèmes, de faire aussi un peu des discussions sur la spiritualité et la philosophie bouddhiste pour chercher le vide, etc. Donc, on faisait vraiment des belles soirées, des belles journées ensemble, dans la nature ou dans la maison, assises, couchées, dans toutes les positions. D'accord. Il vous racontait les Rojong, les contes du cadavre, et d'autres contes. Ah oui, les contes du Khésar, en fait, les histoires, la légende du Khésar. Et là, il chantait aussi. Et puis, un de mes frères de cœur, que mes parents ont éduqué, il s'appelle Taulo Sambande. Il a bien mémorisé ce que mon père lui a enseigné et il en a fait un DVD ou un CD, on dit un CD avec les chants, certains chants des légendes de Khésar. Ouais. Et vous avez commencé à les raconter quand? Et est-ce que vous les racontez aussi en tibétain ou seulement en français, dans plusieurs langues? Comment ça se passe? J'ai commencé en l'an 2000 parce que j'étais à la recherche de fonds pour les orphelins au Tibet, dans le Kham et dans l'Amdo. Je soutiens des orphelins, 2 villages d'orphelins. Et j'aime pas faire la manche. J'aime bien donner quelque chose en contrepartie. Et du coup, l'idée m'est venue de raconter des contes tibétains, de chanter des fois, de faire des conférences. Et en contrepartie, on me donnait des dons pour le Tibet. Et un jour, on m'a dit de les écrire. Et comme ça, le tout a commencé. D'accord. Et vous les racontez aussi en tibétain ou seulement en français? J'ai pas l'habitude, mais un jour, j'étais invitée par le Tibet House à Francfort et on m'a dit qu'il y aura pas mal d'Allemands, donc je devais les raconter en allemand. Et je me suis bien préparée. Et du coup, il y avait une Allemande et il y avait 12 adultes tibétains et 10 enfants tibétains. Alors, le responsable à l'époque, qui entre-temps est aussi décédé malheureusement, il m'a demandé de tout faire en tibétain. Alors, pouf, j'ai dû faire un switch. J'ai jamais raconté auparavant en tibétain. Et puis, lui, il s'est proposé de traduire pour l'allemande qui était là dans la salle. Et j'ai dit aux adultes, alors, s'il vous plaît, vous m'aidez avec le vocabulaire, parce que des fois, il peut me manquer du vocabulaire. Et puis, ça s'est tellement bien passé et ça s'est mal passé aussi. Parce que les adultes, ils étaient suspendus à mes lèvres. Comme Nimdollah l'a dit, il a adoré. Et ces adultes ont adoré parce que ça fait longtemps qu'ils ont quitté le Tibet et ils n'ont pas entendu des histoires, surtout les histoires du cadavre. Mais alors, ça s'est mal passé parce que les enfants se sont enfuis. Ils ont couru dehors dans la nature parce que c'était ennuyeux pour eux. Je crois qu'ils comprenaient plus l'allemand que le tibétain. Mais voilà, c'était mon expérience. Une fois, je l'ai raconté, ouais. Oui, bon, une autre fois dans la communauté tibétaine, quand on se rassemble, il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui sont dehors. Et il y a 2, 3 femmes qui m'ont demandé de raconter une histoire. Alors, en petit cercle, je l'ai fait en tibétain. Mais je n'ai pas eu encore une demande d'un grand groupe. Et je pense que j'aurais trop de peur de ne pas suffire aux attentes des Tibétains. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à Julie Brequel. Ouais. Alors, une petite seconde, j'arrive, voilà, me voilà. En fait, j'avais levé la main tout au début pour demander s'il y avait ces répétitions, parce que c'est un travail que je fais pas seulement par rapport aux contes tibétains, mais aussi les nôtres. En fait, je me suis rendu compte que par souci d'efficacité, on élimine en fait ces répétitions. Et justement, chez les enfants, c'est ce qu'ils préfèrent, ce moment où ils savent déjà ce qui va arriver. Et d'autre part, pour tout ce qui est de l'oralité,
cette répétition de 3 fois, en fait, c'est ce qui fait qu'on va vraiment se souvenir. Et c'est en fait, voilà pourquoi j'avais cette question-là et que je trouve que c'est très, très dommage qu'on oublie, en fait, de faire ces répétitions. Voilà. Alors, juste par rapport, j'ai pas compris tout à fait l'ampleur de la question. Merci pour cette précision. Dans mon livre, contraire à mon souci d'efficacité occidentale, j'ai décidé de faire des répétitions de la chasse aux cadavres. Ça, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois, 18 fois, autant de fois que notre prince échoue et il doit reprendre tout son courage en main pour aller chasser ce cadavre. Et ça, j'ai tenu à le répéter un peu comme un mantra, comme quelque chose qui revient. Justement, c'est vrai ce que vous dites, je me suis rendu compte que les enfants et puis même les adultes, ils aiment bien avoir un élément qui revient. Maintenant, dans ces temps modernes, il peut y avoir des gens qui trouvent que c'est répétitif et c'est ennuyeux, mais j'ai tenu vraiment dans mon livre-là répéter ces petits chapitres de chasse aux cadavres. Et quand le cadavre s'enfuit en Inde, il dit toujours un petit poème que mon père m'a dit en tibétain, mais je ne l'ai pas traduit. Oui, j'ai omis ça. Dans une prochaine édition, peut-être. Alors, merci beaucoup pour la réponse. Je vais donner la parole à Chloé, qui a levé la main depuis quelque temps. J'ai une petite question. Vaut mieux que je parle en français, juste pour dire merci, je pense, voilà, je peux dire en tibétain. Mais je réagis par rapport à la question qu'a posée Françoise Robin. Ça m'a fait penser à quelque chose, c'est que du coup, vous faites des sessions où vous racontez ces histoires, ces contes, mais est-ce qu'il y a déjà eu des enregistrements de vous, sonores, avec de la vidéo aussi, parce que c'est super de les écrire, mais il y a justement tout ce qu'il y a dans la parole et dans les gestes que vous mettez, dans les mains, tout ça, c'est d'un point de vue de la transmission, voilà. Est-ce qu'il y a des choses en Suisse, des initiatives de ce point de vue-là ou pas encore? Voilà, c'est ma question. Le seul enregistrement que j'ai actuellement, c'est quand j'ai lu moi-même mon livre en entier pour la bibliothèque sonore des personnes malvoyantes. Mais ça, c'était lu. Là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je comprends très bien votre question. Mais de l'autre côté, j'appréhende beaucoup. J'ai peur d'être enregistrée parce que je suis de nature très perfectionniste et déjà aujourd'hui, parler devant vous en français, avec mon français qui n'est vraiment pas du tout bon, avec mon accent suisse, j'ai dû me coacher moi-même pour oser venir et en plus chanter alors que je ne suis pas chanteuse. Et puis, il y a des Tibétains aujourd'hui, je me dis, oulala, comment ça va être? Mais voilà, il y a aussi cette mission à l'intérieur de moi qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui racontent, qui chantent, qui osent. Alors, même si je suis mauvaise, ben, je vais quand même oser et puis peut-être ça va quand même apporter quelque chose. Vous n'êtes pas mauvaise du tout. Merci pour votre indulgence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre petite question? Il reste encore un petit... Oui, Françoise. Moi, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions parce que je suis un peu dans mon élément en même temps. Comme je vous dis, je suis ravie de le voir en live comme ça. Et je rejoins la demande, parce qu'il y a une demande sous-jacente peut-être de Chloé. C'est très dommage qu'on n'ait pas plus d'enregistrement de votre part, Tenzin Wanmola. Il faudrait poser une caméra et puis vous laisser raconter ça et aussi les garder en tibétain. Je pense que ce serait utile. Enfin, bon, arriver à faire des enregistrements, ce serait vraiment, vraiment chouette parce que vous mettez du tibétain. Alors peut-être parce que, comme vous adaptez à l'auditoire, vous vous adaptez, peut-être parce que vous savez qu'il y a ici des gens qui
qui parle un petit peu tibétain, donc vous avez employé des mots tibétains. Je ne sais pas si vous le faites systématiquement ou pas. Systématiquement. Vous le faites systématiquement, ouais, c'est bien. Oui, pour faire connaître la culture, la langue, le son. Et alors, je voulais vous demander, on avait eu un petit échange par Internet à ce sujet à propos de la dimension bouddhique, qui est très forte dans vos contes. Est-ce qu'elle était déjà présente quand votre père vous racontait ces histoires? Oui. Et peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de votre père, parce que c'était quelqu'un quand même d'assez extraordinaire. Donc... oui, cette dimension bouddhique, je ne l'ai pas inventée. C'était vraiment transmis par mon père et puis aussi par mon maître spirituel qui m'a raconté 3 de ces histoires dans l'édition enrichie. Par contre, oui, moi-même, j'ai rajouté 2-3 choses pour mettre du mien aussi, mon expérience. Par exemple, dans un de ces chapitres, à la fin, l'histoire de l'époux fainéant. Je raconte d'un médium Yarpel de Lhasa. Et ça, personne ne me l'a raconté comme cela, mais moi, je voulais rajouter ce médium avec ce nom Yarpel parce que dans ma famille, il y avait un grand oncle qui était l'oracle du gouvernement tibétain, Nechung, et qui s'appelait Yarpel, Sakya Yarpel, et qui était un tout grand apparemment. Et puis j'avais envie de mettre cette petite référence dedans. Maintenant, de parler de mon papa, il s'est enfui du Tibet après séjour, on est mars, mars, le mois où tout le peuple tibétain dans le monde entier pense au 10 mars, le jour où le soulèvement populaire du Tibet a été étouffé dans le sang par le régime chinois. Et c'était un soulèvement pacifique. Et le peuple n'avait aucune chance. Ceux qui ne s'enfuyaient pas étaient décimés sur place, tirés dessus. Et mon père, il s'est enfui par la suite. C'était vers le 17-20 mars, quand il a su que le Dalai Lama a pu s'enfuir de sa résidence vers l'Inde. Lui aussi, il n'a pas réfléchi beaucoup, puisqu'il était un ancien fonctionnaire du gouvernement tibétain. Il avait environ 22-23 ans à l'époque. Il était tout jeune dans ses fonctions dans le gouvernement tibétain. On l'appelait cette fonction Tsitung. Ça fait référence au Potala, Tse Potala. Et il a été formé là-bas pour devenir fonctionnaire du gouvernement tibétain. Il a dû s'enfuir en laissant toute sa famille. Et puis aussi une autre référence, lui, il est l'aîné de 14 enfants dans sa famille. Et dans mon épilogue, dans le livre, j'ai parlé de ce jeune prince qui est devenu roi, qui s'est marié et qui a eu 14 enfants. C'était une petite référence à ma famille. Et mon père, il est arrivé dans les camps de réfugiés en Inde, d'abord à Mussoorie, ensuite à Simla. Il a été repéré comme quelqu'un d'érudit, comme ancien fonctionnaire. Donc, on lui a demandé d'enseigner les réfugiés tibétains dans les camps de réfugiés. Et c'est là où il a connu ma maman, qui, elle, ne s'est pas enfuie en 59, mais elle est sortie du Tibet dans les années 50, avant l'invasion chinoise, parce que son frère était déjà en Inde et elle voulait rejoindre son frère. Voilà un peu l'histoire de mes parents qui se sont rencontrés comme jeunes enseignants dans le camp de réfugiés à Simla. Et c'est là où je suis née en 62. Et très rapidement, après ma naissance, il y avait de plus en plus de réfugiés qui sont arrivés en Inde. Et le gouvernement tibétain en exil et le Dalai Lama à la tête ont fait des appels dans le monde entier pour accueillir des réfugiés tibétains. La France a répondu présent pour une famille. Je crois, Nimdorla, vous connaissez cette histoire de la famille tibétaine
et puis des enfants qui ont été confiés pour l'éducation en France. Nous, on était le groupe allemand. Mes parents ont été envoyés en Allemagne avec 12 enfants qui n'étaient pas les leurs. Et c'est comme ça, très jeune, mon père, il avait environ 27 ans quand il est arrivé en Allemagne et ma mère environ 30 ans quand ils ont reçu cette grande mission d'éduquer d'un côté ces enfants qui leur ont été confiés dans la culture tibétaine, dans l'identité tibétaine, mais tout en veillant à ce qu'ils apprennent des métiers utiles pour un futur Tibet. Et du coup, mes parents ont beaucoup veillé à ce que nous, à la maison, on parle bien le tibétain. Donc moi, je vis maintenant 58 ans en exil. Je parle quand même le tibétain de Lhasa, alors qu'il y en a qui sont en exil depuis peut-être 10 ans. Et puis, ils ne parlent pas très bien. Ils mélangent des mots hindous, des mots chinois, des mots français, des mots suisses, anglais. Et ça, dans notre famille, c'était banni. On devait vraiment faire des efforts pour parler en tibétain le plus pur possible. Merci beaucoup, Tenzin. On va prendre une dernière question de Philippe de Saint-Victor et après, Oui, merci. Cette histoire, elle me fait penser un peu à l'opéra tibétain parce que ça se passe en Inde. Il y a une moralité dans l'histoire, c'est chanté. Est-ce que dans les familles tibétaines, il y avait une tradition de se raconter l'opéra ou de chanter des morceaux parce qu'il y a des extraits qui sont connus en fait? L'opéra, je ne sais pas. Peut-être Nimdonla pourrait vous répondre. Mais il y a l'habitude de réciter des poèmes, de raconter d'autres contes, de chanter ensemble, oui, ça oui. Mais l'opéra, peut-être les airs, que ça soit un peu répété, oui, ça je pense que oui. Mais je ne l'ai pas entendu dire de mon père. 님들 킹기 요죠. 근데 수순 베벤 능미날야 근데 루든데 오페라기 루든데 당기 요거든데. 지단기 단다 디리 가르서 함무고 릭도조 간속이 다 딘데 찍도 가라 뒤진 딘데 제가 딘데리아 칭아 거라 다디 함무 초보딘데 여러 다 규모론 스니든데다 아니 쉐바 스니든데다 딘데기 함무 초보 뭔고 여러 건속이 잡는 제미쇼 지단기 나랑리아 아니 함무기 딘데 따야 카보레 아니 셴바 딘데다 베네야 딘데요 그래 창스다 템제 딘데 간로리아 아니야 셰진 땅야다 아니야 딘데 남다 네 티야 딘데기 록수요레 따이네 나레야 공다 첸레야 망체다 치루로라 치루레야 아니 좀시디 남다 땅야 딘데 디스 공부로지레 따야 중버딘데 용거리 중버딘데 용변이야 건조기 참참 남다 등도와 베나 총세카도알이야 다 가족이 중벌라 그래 중벌라디 좀바 인기전에다 건 디리샤다 롱모와도 지리샤다 또 단다 삼던데 다 건조 사제 가와가살 친 좀셰 아니 좀셰디 잠바 좀러스디 잠바 가족이 딘데 잠바도 온데다 두도 딘데다 아니 딘데 제수요레 다 딜리디 잠바야 루와 치그나라 레스나 아니 코 루와기 유고 치요라 유고라나 배진 킹이노 유고스나 디리 간쪽이 다 신게나로레 제망에니 아니 루소스 치요라 디 사리 자첨보 치요레 딜리야 유고라레 오 딜리야 아니 첸리야 간조 메탄 아니 미장수수나네 찬다 딘데 디시스 켄고 차딘데 디시스 케용 아니 답게 중버디 길데리 중버디 길데 딜리아 시바호기 디셔레 아니 중버기 좀 가르시에나 그런 좀시에 아니 냠돌이야 참삼 룰링그레 룰이야 딘데기 록수여레 아니 아질 한모디 패치 딘데 나 춘주이 딘데 공유메 치 Alors, ce qu'il dit, Philippe, c'est que
l'opéra est quand même plus difficile à chanter. C'est pas une petite air. Il faut vraiment beaucoup de volume. Et du coup, dans les familles, ça se chante beaucoup moins. Et puis surtout, c'est peut-être pour les mariages ou des grandes fêtes que quelqu'un qui est très doué qui le chante. Ou il dit aussi qu'il y a des conteurs professionnels qui circambulent, en fait, qui vont de village en village, qui sont payés pour raconter leur histoire et eux aussi peuvent chanter des airs de l'opéra. Des fois aussi, quand il y a la récolte qui a été prise, les fins de travaux de récolte des champs, et à ce moment-là, les gens se rassemblent autour d'un feu le soir et puis ils font venir un conteur professionnel qui, lui, peut raconter ou chanter dehors. Eh bien, je peux réagir juste. Clore cette rencontre sur cette touche finale en vous remerciant infiniment pour tout ce que vous nous avez apporté, pour cette chance qu'on a eue de pouvoir entendre vraiment, comme disait tout à l'heure Françoise Robin, de vive voix comme ça ces contes. C'est quand même l'oralité, hein, la première provenance. Donc merci infiniment et j'espère qu'on aura l'occasion de toute façon de vous réinviter, de pouvoir continuer parce qu'il y en a tellement. Donc, et c'est bien parti pour. Donc merci encore et on vous encourage à les enregistrer pour pouvoir avoir une trace, hein, vraiment, ce message qu'on vous adresse. Merci infiniment, merci à tous et d'avoir été à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.